Bienvenue dans Boost Up, le podcast des entrepreneurs des industries créatives. Ici, on part à la rencontre de créatifs, mais surtout de leur esprit d'entrepreneur. Quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on n'imagine pas souvent le moment où l'aventure va se terminer. Un exit, comme on dit dans le milieu. Et pourtant, avoir une stratégie de sortie, c'est important. Alors avant de se lancer dans le vif du sujet, je ne sais pas vous, mais cette notion d'exit, ça m'intrigue. Et si on demandait à Virginie Civray, CEO de Start Invest, de nous éclairer sur le sujet? Alors, cette notion d'exit, effectivement, elle peut revêtir plusieurs formes. Alors, l'exit pur, c'est effectivement, on se dit, tout le monde sort et on revend la société à un tiers. Voilà. L'exit, pour nous, par exemple, fonds d'investissement public, c'est de se dire, on pourra revendre nos parts aux entrepreneurs parce qu'il y aura eu croissance, qu'on aura joué notre rôle d'investisseur public à un moment donné, que notre but c'est de ne pas rester ad vitam aeternam dans une société, parce que les fonds doivent rouler pour que des nouveaux projets puissent être alimentés. Donc nous, notre appréciation, qu'est-ce qu'on appelle exit, c'est le fait de pouvoir revendre nos parts à quelqu'un, sans pour autant obliger les entrepreneurs à vendre leur société à un tiers. Si c'est leur volonté, pourquoi pas, mais ça, nous ne l'obligerons pas. Personnellement, et là je vais parler pour moi, je suis plus pour l'idée de faire grandir des entreprises européennes, belges évidemment, et de se dire on a investi, le public, le privé, année après année, pour faire naître des compétiteurs internationaux. Et je pense que ce qui nous intéresse, c'est de démontrer qu'on peut faire naître des champions européens dans ces matières des entreprises culturelles et créatives, où on a sacrément des ressources. Et donc, on fait naître, je trouve, des entrepreneurs qui ont un caractère très très intéressant et qui peuvent vraiment créer des entreprises qui vont croître. Revendre son projet, devoir céder tout son travail et sa licence à un autre, c'est ce qui est arrivé à François Royen et sa création Tall, un barbecue et feu de jardin haut de gamme au design épuré. François Royen est designer de métier et ce n'est pas un hasard. Depuis que j'ai tout petit, j'ai toujours aimé concevoir des choses. Donc j'ai eu la chance de grandir dans une maison où j'avais un atelier, un garage où j'avais un tour à métaux, un tour à bois, j'avais des machines de découpe, j'avais du matériel à disposition. Il devient donc designer et co-dirige l'agence de design IEL depuis 12 ans. D'ailleurs, c'est dans les bureaux que je l'ai rencontré, situé au Sartillement sur les hauteurs de Liège au milieu des bois. Le travail de son équipe, c'est de créer des objets pour des clients. Mais un jour, il va devenir son propre client. Et ici, le projet Tall, c'est simplement un manque que j'ai identifié chez moi. J'avais envie de créer un feu de jardin, un barbecue à l'extérieur chez moi. Et je me suis dit, tiens, ça n'existe pas, on ne trouve pas ce type de produit sur le marché. L'originalité dans le produit, c'est au-delà d'un barbecue, c'est un feu de jardin. Donc c'est de pouvoir continuer la soirée autour du feu. Ce qui, clairement, en Belgique, est très intéressant parce qu'on peut se réchauffer avec, donc c'est un brasero. Puis on avait différentes plaques de cuisson. On avait une plaque de cuisson grillade en inox assez performante. On avait une plaque teppanyaki, donc qui nous permet vraiment de saisir des grilles. On avait une plaque wok et on avait une plaque raclette qui nous permettait de faire des demi-roues de fromage directement sur le feu de bois. Donc c'est un produit qui avait une certaine originalité dans son design et dans les méthodes de cuisson qu'on pouvait faire dessus. François a une idée, mais une idée, c'est 10% du travail. Il lance donc son équipe sur le projet. J'ai dessiné d'abord un premier concept, puis ça a plu, on a travaillé dessus dans l'agence aussi, puis on s'était dit tiens, ça serait quand même bien qu'on lance un produit propre. Puis ce produit-là, on a accroché sur ce produit-là, donc on l'a fait évoluer, on l'a dessiné, et puis voilà, le produit étant là, on l'a présenté, les gens l'ont trouvé sympa, et puis passé par une phase de test, en finalisé en design un ou deux, puis en prototypé un ou deux pour pouvoir les tester. En bonne agence de design, maintenant qu'ils ont déterminé leur produit, l'étape naturelle pour eux, c'est de se pencher sur le marché et sur la concurrence pour trouver un positionnement qui fasse sens. Et rapidement, ils réalisent les dangers et les opportunités de Tall. On a un peu identifié combien il fallait en vendre pour que ce soit un peu rentable. Et on savait qu'on n'allait pas être compétitif sur de la grande série par rapport à des produits chinois. Donc on a clairement joué la carte de la qualité, des bonnes épaisseurs de tôle, un truc massif, un truc qualitatif au niveau des cuissons, au niveau des plaques. Plutôt que d'essayer d'avoir le produit pas cher, on n'aurait pas réussi à concurrencer d'autres pays. On voulait que la production soit faite en Belgique. Donc le produit était produit ici dans la région de Liège.
Et donc ça, du coup, on avait décidé de partir clairement sur du haut de gamme, quitte à en vendre moins. Lorsqu'ils parviennent à un prototype satisfaisant, ils décident de le présenter à BoostUp et remportent la bourse. Une aide financière précieuse qui leur sert notamment à produire des brochures et à se déplacer sur des salons pour présenter leurs produits. La force de Tall, c'est que le projet s'intègre à une structure déjà existante qui est en pleine activité. Tall ne part pas de rien, et ses porteurs non plus. Non seulement créer des objets, c'est leur métier, mais ils connaissent le secteur comme leur poche. Je voulais travailler la tôle, c'est quelque chose que je travaille depuis toujours et qu'on maîtrise totalement. Donc on savait chez quel sous-traitant on allait aller, on savait ce que ça allait coûter, on savait qu'on allait pouvoir le gérer correctement. S'ils maîtrisent le processus de création parfaitement, la commercialisation, elle, va donner du fil à retordre à François. Mettre ce type de produit sur le marché, ça demande quand même un certain investissement. Nous, on est concepteurs, on n'est pas des gens qui mettons les produits sur le marché. Donc c'était aussi quelque chose qu'on suit pour nos clients, mais que nous, en interne, on ne faisait pas. Donc voilà, c'était un peu une expérience aussi qu'on avait envie de se faire, de lancer un produit comme ça sur le marché. Mais surtout, ce qui change pour eux, c'est le public auquel ils s'adressent. Et les règles du jeu sont très différentes. Nos clients sont des industriels. Ce sont des gens qui développent des produits. Tall, ce sont des privés qui veulent installer un barbecue dans leur jardin. Ça n'a rien à voir. Donc vraiment rien à voir du tout. Donc on a dû avoir adapté un discours aussi qui est totalement différent entre l'utilisateur final et l'industriel. On n'a pas une idée très claire de la cible non plus. Quand on touche le grand public, on peut se dire « oui, je vais toucher un homme entre 25 et 45 ans ». Dans les chiffres, on peut s'amuser à mettre des choses comme ça, mais dans la vraie vie, ce ne sera pas toujours comme ça. Là, on a dû aller trouver d'abord aussi des revendeurs, donc les magasins, donc s'adresser à des magasins, voir quels étaient leurs besoins, quelles étaient leurs marges. D'un pays à l'autre, les marges sont différentes. Donc c'est un apprentissage qu'on a dû faire vers ces nouveaux clients. Puis nous, on a peut-être fait l'erreur de ne pas vendre en direct aussi. Finalement, on avait décidé de passer par les revendeurs, mais voilà, entre 2014, quand on a commencé le produit, et maintenant, le marché a quand même fort évolué. Il y a 5 ans, les gens n'achetaient pas un produit à 2000 € sur Internet. Maintenant, on commence à le faire. Donc voilà, les choses évoluent aussi à ce niveau-là. Le projet se développe et François se retrouve à un carrefour. S'il veut trouver des investisseurs, il doit prendre de grandes décisions. La première, c'est de faire de Tall une structure indépendante. Ça devenait plus clair au niveau comptabilité aussi, parce qu'on devait gérer du stock, on devait gérer de la vente, on devait gérer des fournisseurs. C'était pas la même gestion qu'une gestion d'une société qui fait du service. Même notre comptabilité était devenue analytique en séparant les deux. On séparait Tall d'Yeol, puis de façon juridique aussi. On continuait à vendre des produits Tall en étant sur une société Yeol. Voilà, on trouvait que c'était beaucoup plus sain de séparer les deux sociétés. Ça change surtout quand vous faites rentrer des investisseurs sur un projet. Nous, on ne voulait pas qu'un investisseur rentre dans notre société de design. On voulait qu'un investisseur rentre dans Tall. Il faut vraiment scinder les deux projets pour être sûr que l'argent qu'on apporte soit vraiment dédié au projet qui sera porté par cet argent, tout simplement. Et sa stratégie fonctionne. Un investisseur les approche. On a une personne qui est venue nous trouver spontanément. Donc il a investi dans la société, on a créé la structure, il s'est occupé lui après de tout ce qu'on ne voulait pas s'occuper, finalement la vente, les commerciaux, etc. Mais le projet est chronophage et finalement bien loin de leur travail de designer. Quand l'investisseur décide de se retirer au bout d'un an ne se sentant plus à sa place, François et son équipe sont confrontés à un terrible choix. L'idée d'une chasse aux nouveaux investisseurs ne les tente vraiment pas, mais ils ne peuvent pas se débrouiller seuls. La question de la stratégie de sortie se pose. Et on a un acheteur qui s'est assez vite dégagé pour le produit. Cette société a racheté tous les droits et la propriété intègre du produit, le site internet, l'image de marque, le nom. Voilà, on a revendu un package global. Finalement, on avait fait un produit global avec un réseau commercial. En plus de ce qu'on a l'habitude de faire, on a tout revendu à une société qui continue à le commercialiser. Et donc, François fait son exit. Mais faire un exit, c'est un peu comme abandonner un projet personnel dans lequel on s'est beaucoup investi, non ? Comment François a-t-il vécu cette sortie ? On peut toujours tout faire autrement. On a toujours des regrets sur ce genre de produit. Voilà, je trouve que c'était une belle aventure aussi, avec ses hauts et ses bas. C'est certaines difficultés, notamment sur la fin, parce que voilà, c'est vrai qu'on aurait bien aimé continuer à conserver cette société, mais à un moment, il faut lâcher le bébé. Et donc voilà, je pense qu'il était temps pour nous de le laisser partir, tout simplement. Mais voilà, ça nous a appris beaucoup de choses. Et on va continuer à développer nos propres produits aussi par la suite. Et ça m'a
ça m'a un peu donné cette envie d'entrepreneuriat aussi dans d'autres sociétés. Donc du coup, maintenant, je suis aussi actif dans d'autres sociétés. Voilà, ça nous a fait plus de bien que de tort, de toute façon. C'est clair, un produit comme ça. Et puis, on en a quand même vendu quelques centaines, donc c'était quand même assez chouette. Puis de le voir dans les magasins, de le voir chez les gens, de se dire que voilà, c'est nous qui avons produit ça. On le fait déjà pour nos clients, mais ici, c'était vraiment notre marque, donc ça avait un petit côté un peu plus grisant encore en plus que ce que l'on fait déjà pour tous nos clients. Et est-ce que c'est un échec pour toi ? Non, pas du tout. Je ne considère pas du tout comme un échec, parce que le produit est toujours commercialisé, a été vendu à des centaines de personnes. On a gagné de l'argent dessus aussi, donc clairement. Donc voilà, non, c'est pas, on peut pas dire que c'est un échec. François ne voit pas ça comme un échec et il a bien raison. Cette vision positive de l'échec est intimement liée à l'action d'entreprendre. Stéphane Uoda du groupe Uoda a un point de vue bien à lui sur le sujet. Je vais prendre un cas, mais qui n'est pas professionnel, mais quand on est aux études, on a un échec et on rate un examen. Alors, deux possibilités, c'est de trouver la raison de son échec chez autrui, en disant oui, mais il ne m'aimait pas, ou c'était chiqué, ou bien de se dire, mais peut-être que j'ai pas eu la bonne approche, et comment avoir la bonne approche. Et ça marche toujours. Moi, je peux vous dire que professionnellement, dans le cadre d'une de mes activités, nous n'avons des contrats qu'en répondant à des appels d'offres. Et quand on répond à un appel d'offres, le premier gagne l'appel d'offres et le deuxième, il a beau être bon, mais il n'a rien. Et donc, c'est de dire, il faut toujours aller plus loin que ce qu'on pense aller, et ça marche. Et c'est ça qu'il faut expliquer à ceux qui ont des échecs. On a tous des talents. Après, il faut évidemment là où on a des talents, mais on a tous des talents. Et si on exploite ces talents, ça marche. Et donc moi, je suis contre la notion négative de l'échec qui entraînerait un défaitisme. Je suis en tous les cas contre le défaitisme. Et je pense que si on garde cette approche positive et quel que soit le milieu dans lequel on a eu l'occasion de grandir ou même la connaissance qu'on a eu l'occasion d'acquérir, je crois qu'on peut toujours rebondir de ces échecs et c'est la seule attitude de toute façon. Il faut se détacher certainement de son ego et c'est ce que j'explique et que j'essaie d'appliquer à moi-même aussi. Celui qui pense qu'il ne sait rien faire de plus, comme on dit je ne pourrais rien faire de plus et il me faut me prendre comme ça, il n'ira jamais plus loin que ce qu'il peut aller, quoi. C'est un peu ça. On a tous la possibilité d'aller plus loin que ce qu'on pense. Mais après, c'est du travail, un peu de la réflexion et des valeurs aussi, avoir des valeurs. Dont le travail fait partie, mais il y a d'autres valeurs éthiques, je veux dire. Et ça, je pense qu'on a tous la possibilité de les avoir et surtout, rien n'est jamais perdu. On peut tous dans sa vie se dire, bon voilà, on a une année difficile où j'ai fait des conneries, ben c'est pas grave, tu redémarres. Si tu dis non, c'est plus possible, c'est possible. Qui que tu sois. Après, fais-toi aider, mais c'est possible. Cette vision, François la partage et il choisit de tirer des enseignements de cette expérience pour se tourner vers l'avenir. Finalement, la créativité, c'est jamais qu'une somme d'expérience aussi. Donc ici, on en a beaucoup. Donc finalement, la dynamique de créativité, elle va être là, elle va être dans tout ce que l'on a fait jusqu'à présent et qui vont nous porter pour aller dessiner des fois même une petite chose, quoi. Voilà, ce qui est vraiment intéressant dans la créativité, c'est de ne jamais s'arrêter. Vous venez d'écouter Boost Up, le podcast des entrepreneurs des industries créatives. Sur une idée originale de Wallonie Design et Start Invest, produit et réalisé par le studio Les Visions, avec le soutien de la Wallonie. Retrouvez l'intégralité de ce programme sur vos applications podcast et sur les réseaux de Wallonie Design et Start Invest.